de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de femme à femme. C'est toujours un plaisir de se retrouver, surtout que là on va se retrouver je crois 3 semaines de suite là. Ouais, 3 semaines de suite, ça me fait bizarre parce que vous savez que ça me manque en fait de publier toutes les semaines. Passer à 1 semaine sur 2, ça me fait vraiment bizarre. Mais l'essentiel c'est que je sois toujours présente et que nous partagions toujours de très 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 belles histoires. Aujourd'hui je reçois une femme qui est mamie. Mais alors, si vous voyez la mamie, Mazel Tov. Sincèrement, je ne suis pas mamie, mais j'aurais voulu être mamie comme elle, parce que franchement, elle donne quelques claques à certains jeunes. Je ne dis que ça. Bonjour Huguette. Bonjour Hélène. Bon, quelle entrée en matière. Jeune et belle mamie. Waouh, non, c'est super, super. Non, franchement, je suppose que tu as l'habitude qu'on te dise quand même que tu ne fais pas... Ouais. Que tu ne fais pas mamie, entre guillemets. C'est ça, mais je suis bel et bien mamie. Ah oui, et heureuse d'être mamie. Et heureuse d'être mamie. Ouais. Bah, félicitations en tout cas. Petite parenthèse, ils ont quel âge tes petits-enfants? Alors j'en ai 5. Wow. Quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Eh bien, celle que je viens d'annoncer. Le cadeau que m'a donné la vie, parce qu'il y a 4 ans, la vie m'a fait un cadeau qui aurait pu être vécu comme une calamité pour moi, mais que j'ai transformé comme un cadeau. La vie m'a donné l'opportunité d'être maman une 2e fois, en me donnant la charge, entre guillemets, l'accueil de mes 5 petits-enfants. Depuis 4 ans, j'élève mes 5 petits-enfants. Ah oui. D'accord. Donc ils sont avec moi. Oui, alors je disais que c'est un beau cadeau, mais c'est un réel, beau et grand cadeau. Oui, il aurait pu être, pour certaines de mes amies, quand elles ont su ça, elles me disent « Comment tu vas faire? Mais c'est pas possible. » Ça fait combien de temps qu'ils sont avec toi, rappelle-moi? 4 ans. Ça va faire 4 ans en décembre, bientôt 4 ans. Mm-hmm. Et j'ai décidé, quand ça m'est tombé dessus, parce que ça m'est tombé dessus, de regarder ça, de tourner le problème en long, en large et en travers. Et je me dis « Ok, je prends. » Est-ce que tu as envie de partager avec nous le pourquoi? Pourquoi ça s'est Oui, parce qu'aujourd'hui, je peux en parler avec beaucoup de sérénité, sans larmes. Les 3 dernières années, c'était difficile. En fait, moi, j'ai 4 enfants, une fille, l'aînée, et 3 garçons. Et ma fille a eu... Les 5 enfants, ce sont les 5 enfants de ma fille qu'elle a eu très jeune et vu l'âge que j'ai donné de manière successive. Il y a donc 5 ans, ma fille a décidé de partir, de quitter la Guadeloupe. Donc mes petits-enfants, je les connais. Je les ai élevés en coupé cordon ombilical à Yonne. Donc c'est des enfants que j'aime, que je connais. J'ai toujours fait partie de leur vie, à telle enseigne que les 2 dernières années où ma fille a passé en Guadeloupe, je les ai récupérés tous à la maison. Donc c'est 5 enfants plus elle. J'avais mon dernier enfant avec moi, qui aujourd'hui a 20 ans. Et un jour, elle a décidé de partir en France. J'ai tout fait pour la retenir, mais je n'ai pas pu. Donc elle est partie, elle a été accueillie par son père qui vivait dans les Pyrénées-Atlantiques, qui vit dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est arrivée au mois d'août. Avec les 5 enfants? Avec les 5 enfants. Et au mois d'août, donc au mois de novembre, j'apprends qu'elle les a placés dans ce qui est communément appelé une maison d'enfance. Donc un foyer pour enfants. Donc le drame. Parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ça. Ou en tout cas, je n'ai pas voulu voir les signes. Parce qu'elle en a donné... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Avec le recul, est-ce que tu avais régulièrement contact avec elle? Ah oui, tout le temps. Mais de toute façon, on était en contact parce que la famille était autour d'elle. On trouvait des solutions pour elle. Il était question pour elle de trouver une voie soutenue par son petit frère qui a juste 2 ans de moins qu'elle. Et c'est le drame. Quand j'apprends ça, je bug. Je dis, c'est quoi cette histoire? Alors bien sûr... Ce n'est pas elle donc qui te l'a dit? Ah, pas du tout. Mais non, moi j'apprends le mot de manière crue. Moi, je dis, elle les a placés. Mais moi, j'apprends, elle les a abandonnés. Moi, je bug, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, tout de suite, je reprends mon fils
Et je lui dis, mais attends, calme-toi, très en colère bien sûr, calme-toi, on va analyser la situation. Et je lui dis, mais de toute façon, on ne peut pas dire qu'elle les a abandonnés puisqu'elle les a mis quelque part à l'abri. En cela, je la remercie. J'ai dit, moi, je suis contente qu'elle ait placé les enfants là. Au moins, on sait où ils sont. Bien sûr, tout de suite, j'ai pris contact avec le foyer. Tout de suite, je me suis annoncée. Et tout de suite, j'ai eu contact avec mes petits-enfants. Alors, j'ai eu cette chance, tout le long où ils sont restés là, de les appeler 3 fois par semaine. 3 fois, j'ai fait le déplacement pour aller les rencontrer. J'ai été soutenue par l'équipe éducative parce que tout de suite, réunion de famille. Mais eux n'avaient plus contact avec leur mère? Ou elles ne souhaitaient pas être en contact avec eux? C'était très ambigu de sa part. Oui, non, des fois, non. Bon. Mais elle n'était pas complètement coupée de ses enfants. Elle les appelait de temps en temps, bien qu'elle pouvait rester longtemps sans les appeler, mais parce qu'en fait, elle allait mal elle-même. Je veux dire, une mère qui fait ça, elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Elle le fait parce qu'au moment où elle prend cette décision, elle ne trouve pas d'autre solution que cette solution-là. Oui. Donc, moi, c'est ce qui m'a rassurée d'emblée. Et j'ai dit, OK. Donc, quand je l'ai revue, bien sûr, le contact a été difficile avec elle parce que dans sa tête, quand la réunion de famille s'est mise en place, branle-bas de combat, on a fait une réunion de famille en décembre, ça se passe en novembre, moi je travaille à l'époque. Décembre, on se rencontre avec son père, son frère. Elle a un frère qui est en Inde à ce moment-là. Le petit, il était trop jeune, je ne l'ai pas impliqué dans ça. Donc on prend une décision, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Le deuxième, il finissait ses études. L'autre, il était en Inde. Mon ex-mari, il n'était pas en capacité de prendre les enfants en charge. Je dis, de toute façon, on a beau tourner en rond, c'est moi qui vais prendre les enfants. Oui, tu te rends compte, maman. Je dis, c'est moi qui vais les reprendre. Il n'y a même pas de tergiversé. Je ne vois pas dans la famille qui peut jouer ce rôle. Et je leur dis, d'emblée, je les connais. Ils me connaissent, ce ne sont pas des enfants que je vais découvrir. Ils font partie de ma vie, de toute façon. Donc voilà, comment ça se passe. Et avec ma fille, la communication est très difficile parce que dans sa tête d'emblée, elle refuse. Elle dit non. Elle dit non, mais ce non, je l'ai compris après. Ce non, c'est de me dire, c'est maintenant que tu veux t'en occuper alors que je t'ai envoyé des signaux que tu n'as pas entendus. Et ces signaux, selon toi, remontent à quand? Avant qu'elle ne parte? Oui, avant qu'elle ne parte. Ah, déjà? Avant qu'elle ne parte. Alors, elle avait très clairement formulé, « Maman, est-ce que tu veux garder les enfants? Je pars en France reprendre mes études. » Parce que vous doutez bien, hein, l'école, 19 ans maman, 21 ans maman, ça s'enchaîne, quoi. Forcément, les études, elle n'a pas eu le temps d'en faire. Mais moi, et je lui dis, mais il n'est pas question que tu partes et que tu me laisses les enfants. Parce que tu risques de partir, je ne vais pas te revoir. Ce que je peux faire, c'est t'accompagner, à les faire grandir. Et quand ils seront assez forts, vous allez pouvoir partir. À telle enseigne, donc j'accueille tout le monde. Ma réponse à cette demande, c'était d'accueillir tout le monde à la maison. Mais pas de la laisser partir. À cette époque, je ne me voyais pas avec 5 enfants. J'étais encore jeune, n'est-ce pas? Je travaillais, j'avais une vie sociale, culturelle, j'étais engagée associativement, je faisais des tas de choses. Donc, je ne me voyais pas, entre guillemets, prisonnière avec 5 enfants. C'était pas possible. Donc, quand elle me ferme la porte, c'est aussi pour me dire, attends, c'est maintenant que tu te réveilles, quoi. Je t'ai demandé, je t'ai appelé, j'ai fait des SOS que moi, je n'ai pas vus parce que ma vie de femme, ma vie de militante, ma vie d'engagée un peu partout, en tout cas, fait pas que de biter, hein. Donc, je n'étais pas disposée psychologiquement, émotionnellement et affectivement. C'est clair. Ouais, elle m'a fermé la porte. Elle m'a clairement fermé la porte pendant quelques temps. Pas de contact. On avait créé un groupe famille. Elle est sortie du groupe famille. Bon, bref. Mais quand elle est partie, je lui ai comme envoyé un mail en lui disant « Je te remercie d'avoir mis les enfants à l'abri. Je te remercie parce que je suis en contact avec eux. Et je tiens à te dire que dorénavant, je suis là et tu sais où ils sont. Le jour où tu seras prête, ils sont là. Et sache que je ne t'en veux pas. » Important. Ouais, ah oui, ça, d'emblée, je me suis dit, je me suis pas mise à sa place, mais j'ai compris ce qu'elle vivait. J'ai compris. Tu ne l'as pas jugée? Ah, jamais. Ah, c'était pas possible.
Ça, c'est mon amour de mère. Hein. À ce moment-là, il se réveille, comme elle dit, peut-être un peu tard, mais il a toujours été présent. Parce que j'ai la solution de me dire je pars faire mes études, te dire non, mais que tu rentres à la maison et que je portais la charge. Hein. Je portais tout le monde à ce moment-là. Ses 5 enfants, elle et mon fils à l'époque. Donc cette charge était déjà lourde pour moi. Donc, mais je l'assumais. Et je ne le vivais pas comme étant une charge, mais comme, ma part de mère, à un moment difficile de sa vie. Et ce que je fais à la suite, c'est encore ça, ma part de mère. Et comme je disais à ces enfants, comme je leur dis, aujourd'hui, tout va bien. Des fois, elle ne trop. Elle peut nous appeler 3 fois dans la journée. Alors, elle va écouter cet audio. Mais c'est vrai. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, totalement. Ouais. Elle est revenue entièrement. Elle est revenue et ses enfants sont apaisés. Ce que je leur ai dit, on n'en veut pas maman. Maman vit encore quelque chose de difficile. On lui laisse le temps qu'il faut pour aller bien. Même si les enfants adultes, hein, parce que bon, ils vont devenir adultes, et même si maman n'est pas revenue dans le sens physique, maman est toujours là. Et je tiens à ça. Je tiens absolument à ça, qu'elle garde ce contact avec ses enfants. Et aujourd'hui, bon, elle est très présente. Elle est très présente au repas, aux compétitions. Elle est partout. Elle est partout. Mais c'est parce qu'elle va mieux aussi. Oui. Et puis je pense qu'elle a été rassurée surtout. Elle a été rassurée. Aussi bien par rapport à moi, mais par rapport à ses enfants. Parce qu'ils ont quand même vécu ça. Ils ont quand même vécu ça. Donc, on ne peut pas leur raconter de crack. Est-ce qu'ils ont verbalisé avec toi Oui. Ils ont passé combien de mois, finalement? Pas longtemps, Dieu merci. 18 mois. Août, septembre, octobre, 16 mois. 16 mois. Mais on a fait vite. Hein. L'équipe m'a beaucoup soutenue. Beaucoup. Au moment où ça se passe au tribunal, j'ai fait un courrier. L'équipe éducative a fait un courrier dans le même sens que moi. J'ai eu les enfants sans problème. Et on me les a rapatriés sans problème aussi. Hein. Le département a tout pris en charge. Ah oui. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont verbalisé avec toi justement ces 16 mois passés dans cette maison? Au début, c'était difficile. Parce qu'en fait, faut quand même savoir que ce genre d'établissement, ce qui est fait, c'est que les enfants, et c'est ce qui m'a un peu dérangée quand j'ai compris ça, c'est qu'on fait tout pour que les enfants se sentent à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont toutes sortes d'activités, de sorties, ils sortent autant qu'ils veulent, ils font des tas de choses à l'extérieur. Il y a des règles quand même. Oui, il y a des règles, mais bon, vous savez, dans ce genre d'établissement, les éducateurs font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas là le soir. Il y a beaucoup de fugues, il y a beaucoup de... Bon, j'ai pas envie... De petites dérives. De petites dérives. Les miennes étaient petites encore et j'ai tout fait. Parce que moi, j'ai travaillé dans le secteur médico-social. Je travaillais en addictologie. J'accompagnais les jeunes du centre éducatif fermé, de la maison d'enfance. Donc, je savais ce qui les attendait. Et Hélène, je ne dormais pas. Hein. Et tu n'avais pas envie de ça pour tes petits enfants? Pas du tout. Donc, je me suis battue. Sans trop me battre, parce que je me suis battue dans le sens où, dès le départ, j'ai affirmé à l'institution, je les récupère. Même si au départ, l'institution m'a un peu écartée, ah non, j'ai dit pas question. J'ai dit, mais pas question. Parce qu'à un moment, je sais qu'une assistante sociale, un moment au téléphone, comme ma fille avait mis, c'était pas encore jugé, donc c'était elle encore qui avait la main, et c'est elle qui disait qui devait ou pas. Alors moi, on m'avait un peu... je dis pas question, je dis je rentre et je veux les voir. Hein. Oui, mais votre fille... Je dis non, mais ça, chez moi, ça marche pas comme ça. Et elle me dit oui, mais vous avez tel âge, vous vous rendez compte? Je dis attendez de me voir, vous allez comprendre. Ah non, mais Hélène, j'étais... Ah non, mais je dis à la dame, elle me dit oui, vous n'allez pas pouvoir, vous avez déjà un certain âge. J'ai dit madame, attendez de me voir. Là, il voit moi, il dit ok, on est devenus amis depuis. Ah oui, après, elle m'a défendu. Hein. Elle a défendu le dossier. Ah ouais, c'était... Ah non, j'ai pas lâché. Même vis-à-vis d'eux, même vis-à-vis de mes petits-enfants, j'ai pas lâché. Parce que 16 mois là, quand même, Hélène, tu retrouves des petits monstres. Ah ouais, des petits monstres. Donc, il faut tout reprendre en main. Tout. C'était genre, les filles se parlaient à base de salopes, putes. Ça se parlait comme ça. Alors que
waouh, je dis, Vous êtes où là? what? Donc il a fallu tout reprendre. Et où je dis, j'ai déjà écrit un premier livre, il y en a un deuxième qui arrive. Mon premier, c'est Parents, prenez votre pouvoir. Donc de la notion, votre pouvoir éducatif. Et l'autre, c'est Mère pour la seconde fois, quand la vie me fait un cadeau, où là, sans rentrer dans les détails, j'explique les choses. Et où j'ai eu à me poser la question, quelle couleur éducative je veux avoir? Quelle éducatrice est-ce que je veux être pour mes enfants? Et là, j'ai commencé à explorer et expérimenter des choses. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché, des choses qui ont très bien marché, mais ça m'a pris du temps pour me trouver moi-même. Ça m'a pris au moins presque 3 ans. Il n'y a que cette année où je leur dis, waouh, on commence à faire famille. Ah oui. Et j'emploie ce terme-là à dessein, on commence à faire famille. Mais ça a été dur. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris. Il y a eu un moment où je leur ai dit, bon, si c'est ça, bon, moi, si vous voulez retourner au foyer, allez-y, moi, j'abandonne. J'écris au juge. Il y a eu de ma part des montagnes russes. Et pour eux aussi, forcément, et il a fallu que je me remette en question, moi, et que je me dise, OK, la couleur éducative, c'est droit. Le ton à la maison, c'est 3. C'est 3 qui doit donner le là. Les enfants seront bien si toi tu es bien. Les enfants seront épanouis si toi tu es épanoui. Les enfants seront heureux si toi tu l'es aussi. Donc il m'a fallu en fait me remettre en question. Mais véritablement, qui suis-je? Et j'ai commencé à travailler sur ça. Et j'ai commencé à écrire sur ça. J'ai commencé à élaborer des choses, à expérimenter des choses. Et j'ai commencé à me dire, ok, ça c'est pas bon, tu ne dois plus continuer comme ça. Ok, si tu essayais ça. Et souvent, aujourd'hui, avec les enfants, ils savent ce que je fais et on expérimente des choses. Je dis OK, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les parents. Je suis en formation coach, je suis coach éducatif. J'interviens donc dans le cadre de la parentalité, mais bon, ce terme-là me dérange un peu. Un petit peu, mais j'emploie beaucoup le terme éducatif. Je suis dans accompagner les parents à découvrir quel éducateur ils sont et quelle forme de famille ils veulent avoir. Ma couleur éducative, mes valeurs. Est-ce que tu penses à leur dire que l'éducation parfaite n'existe pas? Absolument. Ah bah oui, mon Dieu, heureusement. Mais ça n'existe nulle part, ça n'existe dans aucun livre. Mais aucun livre. Donc, c'est pour ça que je te dis la parentalité, parce que, bon, non, ça n'a pas qu'exister. Nous sommes autant d'hommes et de femmes qu'il peut y avoir de familles. Et en fait, notre famille, c'est nous qui la dessinons. Et je dis bien nous, c'est avec les enfants. Moi, j'ai cette chance, dès le départ, d'avoir instauré le dialogue. Même quand je suis en colère, j'ai le droit de le dire. Des fois qu'elle dit, oh bon, alors, pourquoi ta bouche est pointue? Qu'est-ce qui se passe? Si tu me disais, pourquoi ta bouche est pointue? Parce que je ne suis pas dans ta tête, là. Ni dans ton corps, ni dans ton cœur. Alors, dis-moi. Donc, c'était difficile au départ qu'ils arrivent à verbaliser ça. Mais aujourd'hui, ils peuvent. C'est dur. Moi, je sais, j'ai une anecdote. Au départ, je criais beaucoup. Je n'ai jamais tapé. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Je punissais. Je ne punis plus. Ça ne sert à rien. Te mets face à tes responsabilités. Et des fois, c'est plus dur. Hein. Et un jour, cette année, pendant les grandes vacances, le grand de 17 ans, c'est le seul garçon. Puis au moment, je lui dis quelque chose. Et je hausse le ton. Et il me regarde. Il me dit, mais mamie, pourquoi tu cries? Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé. Mais vraiment, le gars me dit, mais pourquoi tu cries? Ça m'a stoppée. Et je lui dis, j'arrive. Je suis partie dans ma chambre. Je me suis enfermée, je me suis assise, les larmes qui coulent. Et je me dis, mais pourquoi tu cries? Je me suis posé la question. Et j'ai commencé. Et peut-être 1 heure après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens. Et je lui ai dit, pourquoi je crie? Je crie parce que j'ai peur. J'ai peur que ça recommence. Je ne veux pas vivre un deuxième échec. J'ai peur parce que c'est vrai que je te mets la pression, mais tu as raison de m'avoir remise face à moi. J'ai peur, Gab. Il s'appelle Gabriel. J'ai peur. J'ai peur que tu échoues. J'ai peur que tu n'y arrives pas. Mais en même temps, c'est ta vie, en fait. Mon rôle, c'est de t'aider à faire les meilleurs choix. Et quels que soient ces choix-là, tu vas devoir les assumer. Et aujourd'hui,
Lui, je l'accompagnais à 14 heures. Je lui dis, je le vois, je lui dis, pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi c'est ce choix-là que tu as fait? Je lui dis, ok, tu vas devoir l'assumer. Il me dit, ah ouais, tu as raison, j'aurais dû. Je lui dis, tu vois. Et aujourd'hui, mon rôle éducatif, c'est ça. C'est leur apprendre à faire des choix. Pas mes choix. Pas mes choix, mais leurs choix. Donc, c'est toute une aventure, nouvelle pour moi, mais ô combien, comme ils disent, kiffante. J'adore. Mais j'adore. Il y a certains... Mais en fait, cette expérience, je ne sais pas s'il faut appeler ça une expérience d'ailleurs. Oui, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. Ouais. Enfin, je ne suis pas étonnée que tu adores, parce que quand je te vois là, on a l'impression que... J'ai une personne que je connais, une femme d'ailleurs que j'ai reçue à mon podcast, qui dit qu'on n'est jamais la même personne avant et après l'expérience. C'est clair. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'aurais pas été si tu n'avais pas vécu ces 3 ans avec tes petits-enfants. Exactement. Mais moi, je vis ça vraiment comme un cadeau, Hélène. Mais je remercie la vie. Je vis ça comme un cadeau. C'est extraordinaire. Pour moi, des fois, je me dis, mais s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que je ferais? Je serais où? Je ferais quoi? Mais ma vie... Quand ils sont revenus, tu travaillais encore? Oui, je travaillais. En fait, j'ai fait le choix de partir en plein Covid, en fait. Parce qu'en plein Covid, ils sont à la maison. Ils sont 5. Non, la quatrième était chez son père. Ils sont 4 et ils sont en cours en distanciel. Hélène, j'avais 4 postes de travail à la maison. En katoun, achiche, voix chaque monde. En plus du repas. Bon, c'était... La chance qu'on a eue, c'est que je me suis rendue disponible. Franchement, j'étais déjà en partance au niveau de mon boulot. J'étais déjà à mi-temps parce que j'avais le projet de faire ce que je fais là aujourd'hui. Ça m'a permis de partir plus vite, c'est tout. Et de me dire, et tu le disais tout à l'heure, ok, qu'est-ce que tu fais? Et j'aime à le dire aux parents que j'accompagne, tu n'as pas pris ces 5 enfants pour donner la charge à d'autres. Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités. Donc, il faut que tu leur donnes du temps. Et je rajoute toujours du temps de qualité. Et ce temps-là, et ce temps de qualité, je l'ai pris là. J'ai dit, ok, tu lèves tes manches et on y va. Ça a été difficile des fois, mais on a vécu des moments extraordinaires, parce que la chance qu'on avait, on avait un très grand jardin, on était plus dehors qu'à l'intérieur, il était qu'à piller ces pieds-bois-là, passer leur journée dehors. Et vraiment, j'ai vécu des moments intenses, des moments stressants, mais ô combien intéressants du point de vue humain. J'imagine que tu as quand même demandé à l'univers de te donner la possibilité de mettre en pratique ce que tu allais pouvoir faire après. Exactement. Tu sais quoi? Au départ, c'est pas cette voie que j'avais choisie. J'ai travaillé en addictologie, donc mon champ de compétences, d'expertise, c'est les addictions. Et je me dis, bon, les addictions, c'est pas sexy. Comment... Ah non, mais c'est sérieux. Je suis allée voir, c'est compliqué. Et en fait, j'ai trouvé cette solution avant même qu'ils arrivent. Je dis, bon, la famille, on va rentrer dans la famille. Et forcément, si je rentre dans la famille, je vais tomber sur les addictions. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand mes petits sont arrivés, waouh, je lui ai dit, ouais, tu sais ce que tu fais. Ouais, je lui ai dit, ouais, tu sais ce que tu fais. Et je me suis... c'est devenu une passion, Hélène. C'est devenu une passion. J'en parle avec tellement de fougue, des fois, mais tellement de passion, que des fois, je me dis, c'est ma mission, en fait. Les gens pensent qu'avoir une mission, c'est grandiose. Mais non, c'est juste eux, mes 5 petits-enfants, plus les miens. Et à leur donner, leur permettre d'entrevoir la meilleure des voies possibles pour eux. Voilà, ils choisissent. Des fois, certains me disent « Ouais, mais tu n'es pas en train... » Je dis « Non, du tout. » Là, il y avait de grandes ambitions. Il descend. Au début, j'étais déçue. Après, je me suis dit « Eh oh, c'est quoi ton problème? C'est ta vie ou quoi ?» Je me suis dit ça, je me suis dit, et après je l'ai rassuré, je lui ai dit, écoute, c'est plus ça, tu as le droit de changer en cours de route. Mais toujours, quel que soit ce que tu choisiras, fais-le en excellence. Ça, c'est notre maître mot. On a des valeurs à la maison, on en avait 3, on a rajouté la dernière, l'excellence. Ces 3 valeurs-là, ce sont mes 4 valeurs, ce sont mes 4 piliers qui m'aident au quotidien, dans mon éducation, et qui me servent, moi, en tant que personne. On va les reprendre? Oui, alors ABS au départ. Souvent, je disais, bon,
ABS, là. Des fois, ils se disent, non, tu n'es pas ABS. Amour, bienveillance, solidarité. Maintenant, excellence. En tout, même pour passer le balai, surtout mon petit gars. Je lui dis, ah ouais, c'est pas propre. En excellence, le balai, même le balai, tu le passes en excellence, mon petit gars. Donc voilà, et c'est vrai que ça me permet de revisiter plein de choses. L'amour, est-ce que ce que tu as fait ou ce que tu as dit, ça a été un choix qui a été guidé par l'amour ou par la peur? Parce que chez nous, maintenant, on sait, à la maison, c'est ou l'amour ou la peur, pas des 10 000. L'amour, je découle toutes les émotions qui découlent de l'amour, tous les sentiments, et la peur, tous les autres. Comment a vécu l'arrivée de ses neveux et nièces? Mon petit dernier. Ton petit dernier. Alors, il faut savoir que l'aîné de ma fille n'a que 3 ans de moins que mon dernier. Oui. Donc, quand ils sont arrivés, c'était des copains. Ils étaient qu'à jouer ensemble. Complètement. Donc, c'est pas tonton, c'est juste le prénom, on s'amuse. Mais le décalage s'est fait assez rapidement parce qu'il a grandi très vite, le mien. Il est devenu mature très vite et je me souviens un jour, il est venu me voir et il me dit... Je suis très embêtée. Et il pleure quand il me dit ça. Il me dit, je suis embêtée, maman. J'arrive plus à jouer avec les enfants. J'arrive plus à être avec eux comme avant. Mais je lui dis, mais c'est normal, tu as grandi. Tu as grandi un peu plus vite qu'eux. Il leur faudra plus de temps par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais je lui dis, mais sois serein avec ça. Alors maintenant, il est vraiment dans son rôle d'oncle. Il est vraiment dans ce rôle de... Bon, il fait des études scientifiques. C'est un pédagogue extraordinaire. Moi, je l'admire, cet enfant. Comment il enseigne, il apprend, il prend le temps de leur expliquer. Il joue ce rôle-là avec eux. Alors, mon autre fils qui est avec moi est enseignant aussi. Il est enseignant d'histoire, prof d'histoire et géo. Et pareil, donc les enfants sont très encadrés à la maison. En plus, lui, il parle anglais parce qu'il a enseigné en Inde dans un lycée indien, mais il enseignait le français. Donc voilà, les enfants sont bien tombés, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, comme tu le sais. Donc ce qui fait que mon petit dernier, très rapidement, il s'est trouvé un moment porte-à-faux. Il est venu me voir en pleurant parce que ça le chagrinait. Et j'ai dû le rassurer et lui dire, mais non, t'inquiète pas, ils ont compris que tu as grandi et toi-même, il faut que tu comprennes que tu as grandi, pas plus vite qu'eux, mais tu as grandi normalement, que c'est eux, en fait, il en faudra du temps pour arriver à avoir une maturité, parce qu'on ne sort pas indemne quand même si ça n'a duré que 16 mois, on ne sort pas indemne de ça. Ils n'ont pas eu besoin justement d'un suivi psychologique? J'ai essayé, les aînés, oui. Il faut qu'ils soient volontaires dans tous les cas. Voilà, c'est ça, mais en fait, l'encadrement s'est fait. C'est-à-dire, on a dédramatisé les choses, on a permis que les choses se disent. J'ai autorisé à ce qu'il pleure quand il fallait pleurer, à me dire que bon, sans me le dire, que nous bon et pire, quoi. Ta rigidité des fois, parce qu'au départ, la mamie, elle était sur son ancien modèle éducationnel. C'est ça, c'est comme ça, patiti patata. Tu marches, mais tu avances, quoi. J'ai pas le temps, c'est comme ça. Et puis à un moment, il a fallu que je me rende compte que ça ne marchait pas. Ça ne pouvait pas marcher, je n'étais pas maman, même si je l'écris maman une deuxième fois, mais je n'étais pas cette maman-là, je n'étais plus cette éducatrice-là en fait. Et il a fallu que Mais quand je dis me remettre en question, Hélène, ça a été intense. Je me suis vraiment remise en question, je me suis vraiment interrogée, je me suis vraiment positionnée face à moi-même, à mes choix. Je me suis positionnée aussi par rapport à cette situation qui n'arrive pas par hasard. Elle n'arrive pas par hasard. Je prends ma part de responsabilité sans me culpabiliser. Parce qu'au début, je me suis culpabilisée, bien sûr. J'ai dû me faire aider. Absolument. Mais comme toute dans ton maman, éducation, mais oui, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai occulté, etc. Il a fallu que je me fasse aider quand même aussi, parce que j'étais à terre quand même. Je ne pouvais pas parler de cette histoire jusqu'à il y a 2 ans sans ne pas pleurer. Ça me prenait aux tripes jusqu'à ce que je comprenne que chacun a son histoire. Ma fille a son chemin. Et moi, j'avais un rendez-vous. En fait, j'avais un rendez-vous. J'avais rendez-vous avec mes 5 petits-enfants. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai dit, OK, on y va. Et c'est la fête. Et c'est la fête. Est-ce qu'elle est déjà revenue en Guadeloupe, ta fille?
Non, je pense qu'elle n'est pas prête et même ses enfants ne sont pas prêts. D'accord. L'aîné des filles, mon petit capitaine, sergent, là, attention. Des fois, elle dit arrête de jouer à ta mamie. Et elle est très proche de sa mère. Alors, ma fille, elle voudrait revenir, mais sa fille lui conseille maman, tu n'es pas prête. Et en fait, elle lui dit des choses. Moi, je ne suis pas prête à te voir comme ça. Quand tu seras mieux. Donc, dépêche-toi d'aller mieux. C'est l'injonction qui est donnée sans le dire. Mais alors, parce que dans tout ça, ma fille va vraiment mal. Hein. Ma fille avait cette morphologie. Aujourd'hui, elle fait plus de 100 kilos. Donc, elle est sous traitement parce qu'elle a quand même, ça a été diagnostiqué, un burn-out parental, plus. Et on peut le comprendre, hein, se retrouver comme ça. C'est la première fois que j'entends ce terme. Ah ouais, burn-out parental. Ouais. C'est la première fois. Et je sais qu'elle nous a vraiment envoyé des signaux de détresse parce qu'à un moment, elle s'est retrouvée en psychiatrie. Hein, et qu'on m'a dit, écoutez, son corps est épuisé. Et le psychiatre de Guadeloupe m'a dit son corps est épuisé parce que ma fille n'était pas épaisse, elle était encore plus fine que moi à l'époque. Il me dit d'avoir eu 5 enfants comme ça, coup sur coup, ça laisse des séquelles physiologiques. Oui, surtout qu'elle était jeune. Elle était jeune. Commencé, oui. Donc, bien sûr, psychologiquement, ça l'a, pour employer un mot familier, déglingué, quoi. Complètement. Mais moi, je n'ai pas vu. Disons que je n'étais pas prête à voir ni à comprendre. J'étais dans ma vie, quoi. Mais elle se reconstruit aujourd'hui. Elle se reconstruit. Et je suis contente parce qu'on peut en parler. Alors des fois, elle m'appelle, maman, je ne vais pas bien, on peut parler, on peut rester 2 heures, 3 heures au téléphone. Je lui accorde ce temps-là. Et elle sait qu'elle peut compter sur moi, quel que soit le souci qu'elle a, elle peut m'appeler. Donc, moi, ça me rassure aussi, quoi, de la savoir rassurer sur ça. Sur cette partie-là, lui dire ta maman est toujours là. Ça, c'est important. C'est extraordinaire le travail que la vie t'a conduit à faire sur toi. Absolument. Et en fait, quand j'accompagne les parents sont toujours surpris parce qu'ils viennent me voir, parce que c'est les enfants. Hein. Yo, c'est ci, yo, c'est là, yo. Hein. La Yofine. On prend rendez-vous quand avec les enfants? Je dis, on ne prend pas de rendez-vous avec les enfants, je reprends rendez-vous avec vous. Alors, je dis souvent que ils sont souvent se regarder dans un miroir, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce qu'il faut pouvoir accepter ce que l'on voit dans ce miroir. Parce que ce qu'on y voit ne nous fait pas forcément plaisir. Absolument. Je dis souvent, derrière chaque enfant, il y a une famille, il y a un parent. Et qu'on le veuille ou non, nos enfants ne sont jamais loin de reproduire ce que nous sommes nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas une influence. Il y a forcément une influence très forte. Mais au départ, ça part de la famille. Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Très loin. Donc, quand on en parle, quand on commence à parler avec les parents, ils sont toujours très... Qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, oui, on fait toujours de notre mieux. Hein. Je dis toujours aux parents, attention, vous avez fait de votre mieux. À partir de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez, vous aussi, reçu comme bagage. Parce qu'on est ce qu'on est à partir de notre environnement familial, dans la petite enfance, dans l'enfance, au niveau de notre vécu, au niveau des événements, à partir de comment on a interprété telle ou telle situation. Et ça fait que des fois, ça bouillonne là, ça coince, ça. Et notre couleur éducative, j'aime ce terme-là, notre couleur éducative n'est jamais loin de qui nous sommes. Et c'est le qui nous sommes qu'il faut aller chercher. Ouais, le qui nous sommes. Et c'est vrai, Hélène, tu as raison. Des fois, le qui nous sommes n'est pas beau. Mais ô combien nécessaire à aller vers ce qui nous sommes là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime souvent le dire, savoir se remettre en cause. Ouais, ok. Je crois que s'il y a un message que tu passes aujourd'hui, c'est bien celui-là. Ouais, et je le dis souvent à ma fille, je dis ok. Parce que bon, bien sûr, hein, on parle ouvertement. Elle parle de ce qu'elle a vécu, de son enfance, ma période de divorce, ce qu'elle n'a pas compris. Ça a été difficile pour elle. Oui, je lui ai dit ok ma chérie, je suis d'accord. Tu as raison. Maintenant, tu fais quoi? Est-ce que tu restes scotché dans le passé? Est-ce que tu ramènes encore ton passé dans ton présent? Parce que si tu amènes toujours ton passé dans ton présent prépare ton futur. Donc, un moment, on se dit, ok, oui, ça a été difficile. Alors, j'ai demandé tous les pardons qu'il fallait demander. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je reconnais certaines situations, je reconnais que si... Ok,
Maintenant, on avance comment, ma chérie? Maintenant, tu es maman. On fait comment? Sans la culpabiliser. Mais lui dire, d'accord, on fait comment? Et je dis aux parents, aujourd'hui, on fait comment? Parce que plein de parents se plaignent. Des adultes à 50 ans qui pleurent parce que ma mère ne m'a pas aimée, parce que j'ai vécu... Je dis, ok, est-ce que maintenant vous êtes parents, vous pouvez aujourd'hui vous dire que ce que votre mère a vécu, vous l'avez vécu aussi? Et quelle solution avez-vous porté? Très souvent, on ne fait que répéter. Pourquoi on ne fait que répéter? Parce que c'est la même éducation qui se répète. Parce que vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu et on remonte dans la chaîne, quoi. Votre mère a donné ce qu'elle a reçu, sa grand-mère. Et aujourd'hui, on fait quoi avec ça? Moi, mon éducation a été d'une rigidité. Je suis des années 60, vous vous imaginez. C'était pas dans... Nous, pas caresser nous. Hein. La crise d'adolescence, on n'a pas connu ça chez nous. Hein. Jusqu'à présent, madame là, debout toujours, et qu'a dit nous, qu'est-ce a fait crise d'adolescence, c'est ça? Ou tu connais ça quasiment moins, vous? Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous aussi, on a tout ce bagage-là, affectif, émotionnel. On a ça. Et il a fallu aller travailler ça, Hélène. Et je peux dire qu'aujourd'hui, en accompagnant certains adultes, même des hommes, ça pleure. Et quand ça pleure, je dis, amen, laissez aller, laissez sortir ça. Et j'ai eu à pleurer aussi. J'ai eu à me découvrir et à me dire, ouais. Des fois, j'appelle des copines parce que j'ai suivi certaines formations et je dis, bon, aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre, quoi. Accorde-moi ça. Et des fois, j'écris, je dis, bon, ok, c'est mon quart d'heure où je me plains. Et j'écris. Et une fois que c'est sorti, je dis, ok, c'est sorti. Mais l'idée, c'est, aujourd'hui, c'est ça, si j'accompagne de plus en plus les femmes et les hommes aussi maintenant. C'est vrai qu'au départ, je voulais me dédier entre guillemets aux femmes, mais la famille, c'est un homme et une femme. Et que nos hommes peuvent être vulnérables. Bien sûr. Que nos hommes sont beaux. Ils ont grandi en ayant comme injection, surtout qu'un homme fort, ça ne pleure pas. Ça ne montre pas ses faiblesses, ça, etc., bien sûr. Aujourd'hui, nos hommes, en tout cas les miens, j'en ai 3. Il y a des papas célibataires aussi, il faut pas C'est croire. ça, j'en rencontre. Donc, aujourd'hui, je me dédie à ça, quoi, tu vois. Je dis pas que c'est une mission de vie, mais ouais, j'ai envie d'aller vers ça. Voilà, je me suis dit, ok. Ouais, si tu voulais faire de l'alternance, ouais, c'est bon, hein. Tu fais de l'alternance, tu pratiques. C'est clair. Et des fois, tu sais, quand je dis, ouais, mais écoutez, là, vous exagérez. Comment est-ce que je peux être crédible si chez moi, ça marche pas? Alors, des fois, si ça marche pas, je me dis, c'est que c'est pas la bonne manière. Pas la bonne manière pour tout le monde, la bonne manière pour moi. Et c'est ça, le message. C'est découvrir qui vous êtes, qui je veux être, et quel est le projet. Quel est le projet? Et notre projet de famille, quand je dis à mes enfants, on commence à faire famille, je ne l'écris pas tout seul, ce projet, justement. C'est ce qui est intéressant. Ce sont de grands ados, entre guillemets, qui aujourd'hui sont conscients. Même la petite de 9 ans, attention, hein. Et ça, c'est génial. Je veux dire, quand on a des débats, de grands débats, surtout, on s'autorise à débattre de tout, même de la sexualité. C'est bien. Mon petit bonhomme de 17 ans, ben, il a fallu que j'aborde ça avec lui. Il a fallu que je lui dise, c'est naturel, jeune. Tu peux parler de ça avec ta mamie? Tu peux m'en parler? Tu sais, j'ai été une fille avant d'être une femme et maintenant une mamie. Donc, je peux te donner des conseils sur les filles. Je peux te donner des conseils sur les filles. Comment ça marche? Donc, on est assez à l'aise avec ça. On est assez à l'aise. Donc, c'est une belle expérience qui rayonne ma vie, en fait. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que très souvent, il y a des expériences qui nous arrivent, j'ai commencé par ça, c'est toujours un cadeau. Toujours chercher le cadeau qu'il y a derrière. Toujours. Même la chose qui pourrait nous paraître le plus abominable, quel est le cadeau qu'il y a derrière? Et je t'assure, Hélène, il y a toujours un cadeau. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a pas écouté qu'à un moment, ou pas écouté, bim, bon, maintenant, prends le temps. Écoute, regarde, va chercher, comprends, analyse, choisis, agis. C'est ça. Alors, en règle générale, je demande toujours aux femmes que je reçois,
Quel est le message qu'elle voudrait faire passer? Mais c'est que tu en as déjà fait passer tellement, là, que je crois que les femmes qui vont écouter, en tout cas certaines, qui se sentent concernées, chez qui elles trouvent ça va faire écho, chez qui ça va faire écho, elles vont réécouter, mais cette fois-ci avec un petit papier et un stylo pour prendre des notes. Donc, vraiment, Huguette, je suis extrêmement touchée que tu aies accepté de venir parler de cette expérience de vie à mon micro, surtout qu'il n'y a aucune forme de tabou sur cette histoire, que ça soit de ton côté, du côté de tes enfants, du côté de ta fille, Voilà, elle est l'histoire, elle est, voilà. Et on l'accepte telle qu'elle est, tout simplement. Et elle est belle, et elle est franchement. Belle elle est franchement il y a le cadeau, voilà. La vie, c'est un cadeau, il faut juste savoir regarder ce cadeau. Voilà, merci Hélène. C'est moi qui te remercie vraiment d'être venue à moi. Une superbe mamie, je vous assure. Il y a des fois où, quand je fais ce podcast, je me dis, waouh, podcast, mais il faudrait peut-être un jour que je fasse une émission télé ou quelque chose comme ça, parce que voir des mamies comme ça, c'est trop beau. Merci à toi. Merci Hélène. Prends grand soin de ta grande famille. Eh ben, c'est un petit peu, je ne disais pas une mission, mais c'est presque ma mission de vie. Ouais. Merci. Et merci pour les parents que tu accompagnes. Oui. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Bye. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.